Bienvenue sur Mobility TV, une interview top premium aujourd'hui avec le fondateur de Covoltis. Bonjour Essad Emami. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Alors Covoltis, c'est loin d'être la première fois que vous êtes avec nous, mon cher Essad, mais il se passe plein de choses dans le monde de la recharge, des bornes, de la borne intelligente qu'on a déjà évoquée avec vous. Mais si on veut juste se refaire un petit panorama, Covoltis, qu'est-ce que vous adressez, cette borne de recharge intelligente? Elle est pour qui et elle marche comment? Alors, elle est pour tout le monde, si on peut dire. Tous ceux qui ont 2-3 heures pour recharger leur véhicule. Donc, on ne s'adresse pas au marché des bornes superchargeurs sur les autoroutes, mais dès que vous êtes chez vous, dans l'entreprise, à l'hôtel, nous avons la solution qu'il faut pour charger de la meilleure manière les véhicules des utilisateurs. Donc, la meilleure manière pour Covoltis, c'est de pouvoir être intégré dans le réseau. C'est très vite le cœur de la démarche. Oui, en fait, toute la vision dès le départ, ça a été de dire il faut charger le véhicule, répondre aux besoins de l'utilisateur, mais il faut aussi préserver le réseau. On le voit, il y a de plus en plus de véhicules électriques, et si ces véhicules chargent en même temps, forcément, c'est le réseau qui en subit les conséquences. Avec donc cette logique de se dire on va anticiper les périodes de pic et on va essayer d'un petit peu piloter les moments de charge. Alors, en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est de prendre le besoin de l'utilisateur, qu'il exprime via une application. Demain, il pourra aussi le dire à son véhicule, qui nous transmettra l'information. Quand je dis demain, c'est une compatibilité que nous avons avec les futures normes qui vont arriver. Ouais. Et ensuite, nous avons un système qui utilise des techniques d'intelligence artificielle, qui fait des calculs de programmes de charge et qui envoie à chaque borne un programme qui lui dit globalement la voiture est pressée, la voiture vous demande plus d'énergie, alors on met plus de priorité. Voilà. Et celui qui part demain matin, on le rentre chez moi à 19h, je pourrais me dire, tiens, je sors de ma voiture, bam, je charge, comme ça c'est fait. Évidemment, ce n'est pas forcément la logique, parce que le pic de consommation en France, c'est vers 19h en général, de se dire, je programme une charge entre 4h et 6h du matin. Et en fait, tout ce que vous dites au système, c'est je pars demain matin à 8h, et le système sait que vos heures creuses sont vers... Oui, c'est même pas vous qui allez choisir entre 4 et 6, c'est l'appli qui va savoir que c'est le bon moment. Ce qui fait que, par exemple, sur un ensemble de maisons, on peut aussi avoir des heures différentes pour que tout le monde ne charge pas à 22h30, un à 22h30, l'autre à 2h du matin, pour globalement répartir l'utilisation de la puissance. Et ça peut fonctionner forcément. Alors, il faudrait que tout le monde ait des bornes Covoltis, ce serait parfait pour vous. Mais en tout cas, que ça passe aussi par l'opérateur d'électricité pour coordonner un petit peu tout ça quand on sera vraiment à plus grande échelle, comme vous le dites. En fait, ce qu'on fait, c'est que on peut interroger les serveurs d'Enedis pour connaître les tranches heure pleine, heure creuse de l'utilisateur. Et ensuite, forcément, cette intelligence se situe plutôt sur la partie serveur, qu'on dit back-end dans le jargon de Covoltis. Donc, on gère les bornes et à chaque borne, on peut donner une demande différente. Ce qui est intéressant dans un parking collectif, par exemple, c'est de dire on répartit les puissances entre les véhicules. Là, pour le coup, c'est une concentration de puissance qui peut être importante. Ouais. Vous arrivez le matin, vous êtes pressé, vous partez à midi, on vous donne plus de puissance par rapport à votre collègue qui quitte le soir le bureau. Et ensuite, ces éléments-là font que la puissance globale qu'on tire sur le réseau est limitée par rapport à d'autres solutions. Et ce qui est donc cette logique-là de véhicule to grid, de voiture vers le réseau, enfin, cette intégration, c'est qu'on est aussi vertueux en termes d'impact CO2. Alors, c'est vrai. Alors, l'étape qui va arriver à partir de l'année prochaine, et nos bornes sont déjà prêtes, c'est de dire... Le fait de dire je charge maintenant ou je charge plus tard, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'effacement. D'accord. L'étape suivante, c'est de dire nos véhicules sont bourrés de batteries, c'est beaucoup d'énergie, et il faut se dire qu'un véhicule de petite taille qui a par exemple 50 kWh de batterie, c'est 5 jours de consommation à peu près d'une maison individuelle. Donc, on voit bien que c'est des grosses quantités d'énergie, ce qui fait que demain, on pourrait, en rendant très peu d'énergie à la maison, par exemple 10% de ce qu'il y a dans votre batterie, vous la rendez à votre maison, vous êtes capable de passer les heures de pointe de soir. Ouais. Donc, on peut quelque part permettre à la maison de ne plus tirer sur le réseau pendant les heures les plus chères, et ce sont les heures les plus polluantes. Parce que pendant les heures de pointe, vous avez les turbines à gaz de pointe qui commencent à tourner, donc du CO2 qui est émis, et c'est ça qu'on essaie d'éviter avec le système, donc qui commencera à venir à partir de l'année prochaine. Et est-ce que donc, vous dites les bornes sont prêtes, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait les véhicules compatibles
Complètement. pour Exactement. permettre ce... Et en fait, il y a deux mondes de véhicules et de V2G. Il y a ce qu'on appelle les bornes DC, courant continu, Oui. et les bornes AC. Les nôtres sont des bornes AC qui ont l'avantage d'être peu onéreux. Ce qui fait qu'il faut que le véhicule embarque ce qu'on appelle peu onéreux, l'onduleur. c'est le prix de l'électricité ou est-ce que c'est le prix de l'électricité? Alors, en fait, quand je dis la bande est peu onéreuse, parce qu'en fait, à un moment donné, quand vous êtes, c'est un peu technique, mais c'est intéressant de comprendre, quand vous déversez du courant de la batterie vers le réseau, vous devez mettre un onduleur, donc convertir le DC en AC, faire synchroniser les éléments, sinon vous perdez de l'énergie. Et ce travail-là se fait soit dans les bornes DC, soit dans le véhicule quand la bande est AC. C'est le choix qu'on a fait parce que de cette manière, la bande devient accessible à monsieur tout le monde. Et à partir de l'année prochaine, il y aura des véhicules AC qui acceptent des bornes AC en V2G qui arrivent sur le marché. Par exemple, la Renault 5 qui va sortir, normalement c'est prévu en septembre 2024. Voilà, donc ça fait partie des premiers véhicules où vraiment cet aspect de voiture électrique qui intègre le réseau sera concret. Et on peut se dire aussi que forcément, ça doit avoir un impact sur le prix aussi. Si on est en heure creuse, si le prix de la recharge, est-ce que même si on sait que c'est plus un sujet parfois en itinérance qu'à domicile, où c'est un peu plus maîtrisé, mais là aussi, ça peut jouer... C'est vrai que la première partie, c'est que notre système aujourd'hui fait déjà ce travail, optimise le prix en décalant les heures de charge. Ça, c'est déjà le cas. Voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre des nouvelles voitures. Non, exactement. Quand il y aura le V2H, ça sera des économies qu'on pourra faire parce qu'au lieu de prendre de l'électricité sur le réseau pendant les heures de pointe, on va utiliser la batterie du véhicule qui aura chargé, par exemple, dans la journée sur des panneaux solaires où le kilowattheure n'aura pas été très cher. On pourra se recharger soit tard le soir pendant la nuit, soit le lendemain quand on va aller au bureau où il y a des panneaux solaires. Et ensuite, il y a l'autre question, c'est tout cet intérêt, ce que vous évoquez, le prix du kilowattheure. Aujourd'hui, tout le monde n'arrive pas à charger chez soi. Certains chargent dans l'entreprise et obligatoirement doivent charger sur la route. Et c'est là où on a la complexité des tarifs parce qu'il y a une diversité de tarifs et tout le monde est perdu là-dedans. Donc, vous aviez fait une étude, en tout cas un constat chez Covoltis, qu'effectivement, on pouvait, pour la même puissance entre chez soi et sur autoroute, ça pouvait être... Un rapport de 4 à 5. Voilà, c'est quand même assez... En fait, pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous chargez chez vous, vous chargez aux alentours de 15 à 20 centimes le kilowattheure. Vous chargez sur l'autoroute, ça peut monter facilement à 80 centimes. Et les 80 centimes, c'est à peu près l'équivalent de 2 € le litre pour le carburant quand on compare le nombre de kilomètres qu'on parcourt par l'unité. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est que certaines bornes à l'affichage ne paraissent pas chères, mais il y a un aspect tarif à la minute. Alors, soit tarif à la minute tout le temps, soit tarif à la minute si vous dépassez... Surtout si vous remplissez le véhicule. Disons, à 80%, le véhicule s'arrête. Là, si vous ne débranchez pas dans la foulée, vous avez 1 € la minute qui commence à tomber. Là, vous avez des surprises. C'est effectivement tous ces besoins de pédagogie, d'explication en amont, effectivement. Et donc, l'étude qu'on a faite, on a calculé que sur le cycle de vie d'un véhicule, si on charge plutôt chez soi et sur des bornes pas chères comparé à des bornes chères, on peut économiser jusqu'à 10-11 000 €. Et 10-11 000 €, c'est à peu près le différentiel de prix entre un véhicule et son équivalent en électrique. Donc, si vous chargez correctement à un bon tarif, la dépense de départ, vous l'aurez amortie. Si vous ne le faites pas, écoutez, l'argent sera perdu. Effectivement. Et il y a un point important aussi pour permettre justement cette démocratisation de la voiture électrique, c'est l'accès pour tout le monde. Vous l'avez dit, tout le monde ne peut pas charger chez soi dans les copropriétés. C'est vrai. Parce que là, vous avez... l'impression que ça commence à évoluer dans le bon sens ou qu'il y a encore pas mal de freins, que c'est encore compliqué? Alors, ça va dans le bon sens. Il y a des choses qui ont été annoncées au niveau du gouvernement, de l'AVER, etc. Il y a des... Alors, il reste encore des aides dans ce domaine. C'est-à-dire que les aides diminuent. À partir de l'année prochaine, les aides pour les bons dans les copros commencent à diminuer. Je pense que quand les aides diminuent, c'est que l'AVER considère que, quelque part, on a atteint un certain niveau de maturité. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les modèles économiques dans les copros existent. Il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle où l'opérateur finance l'infrastructure et le client paye l'achat de sa borne. Donc, c'est le modèle le plus répandu. Il y a un autre modèle qui consiste à financer l'infrastructure par un prêt de Logivolt et ensuite les premiers 20% des clients remboursent ce prêt. Ce deuxième modèle a l'avantage du fait que l'infra à la fin appartient à la copro, a le désavantage, c'est que les 20%
des premiers clients paye finalement pour tout le monde. Donc il y a un côté un peu, on va dire, pas totalement juste, mais bon, voilà, les deux modèles existent. En tout cas, voilà, ce qui est en train d'exister, on verra comment ça évolue. Un petit mot quand même aussi pour revenir sur Covoltis, les projets, si je vous dis 2024, qu'est-ce qui va vous occuper? Est-ce que c'est une présence sur le marché américain? Il y a des choses qui ont été dans ce sens déjà. En fait, le marché américain, c'est un marché qu'on regarde, mais c'est un marché qui est très différent du marché européen. Surtout que sur le marché américain, il y a cette contrainte de courant électrique, il y a un voltage différent, les puissances sont moindres, et donc il y a aussi une pression de testage, je pense, qui a fait qu'il y a globalement beaucoup de bandes, plus de bandes d'essai, que la techno AC n'est pas très adaptée. Néanmoins, l'internationalisation au sens large, surtout dans l'Europe et dans nos projets, et puis surtout de continuer à nous déployer dans tout ce qui est hôtel, au niveau des copros. C'est là où ça fait sens. Voilà, exactement. Et aussi, on a un produit qu'on a annoncé en termes technologiques cette année, mais qui sort vraiment début de l'année prochaine, qu'on appelle la Cobox Mini, qui là, ça sera la bande qu'on pourra mettre partout, qu'on pourra vendre même via des canaux de distribution, et qui aura l'avantage d'être de petite taille, pas très cher, mais avec toute la techno qui fait la différence de Covoltis. Et avec une puissance qui peut changer. Il peut monter jusqu'à 22 kW en triphasé, 7.4 en mono, et on peut même passer de mono à tri, parce que tout est vraiment intégré dans l'outil. Donc à la fois pour les particuliers et pour les entreprises et pour les hôtels. Exactement, tout à fait. Et bien parfait, on sait qu'il y a toujours des choses qui se passent avec Covoltis, et puis notamment ce sujet du V2G, c'est comment le réseau électrique va accueillir ces milliers et dizaines de milliers et à terme millions de voitures électriques. C'est toujours passionnant d'anticiper tout ça et de voir que ça devient très concret. Et c'est pour ça que forcément, on vous réinvitera évidemment, Ehsan Emami, sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mobility TV.